j'ai été sollicité par Noël. J'ai accepté le défi, mais c'est toujours très encourageant d'être mis face à un défi en disant qu'on a l'impression d'avoir de l'importance, et une fois qu'on a accepté, on se dit mais pourquoi j'ai accepté? Vous savez, ça c'est classique. Hein. Bon, et alors on va quand même essayer de le relever. Moi j'ai toujours besoin d'un qui est le PowerPoint, à peu près comme les acteurs ont besoin des souffleurs. Hein, d'accord ? Alors, ce qui a été proposé par le commanditaire, si on prend des termes techniques de haut niveau, c'est l'approche pédagogique de la formation à l'interculturalité. Il a fallu que je fasse avec, mais je ne sais pas si je suis vraiment arrivé. Et il avait mis en... Si vous regardez hein, le programme, c'est marqué quelques considérations sur l'interculturalité franco-brésilienne. Alors moi j'ai rajouté franco-russe, non pas pour ceux qui aimaient les entremets, hein, mais d'autres fois les entremets franco-russes. C'est parce que ma vie, elle s'organise... un peu, en particulier entre ces deux pôles, ces petits pôles qui sont le Brésil et la Russie, c'est-à-dire le double du Brésil en surface, hein, l'homogénéité. Alors, voilà. Alors moi j'aurais préféré comme sous-titre quelques considérations sur l'interculturalité au travers de multiples rencontres. Pourquoi? Parce que pour moi, l'interculturalité, c'est avant tout, comme je vais essayer d'en parler, d'abord, c'est au travers de mes propres pratiques sociales. Moi, je ne suis pas un théoricien de l'interculturalité. Je suis tombé dans des lieux où je n'avais pas d'autre solution. Après coup, quand on a mis quelques mots dans ma bouche avec le mot interculturalité, que je me suis dit que peut-être c'est ça que je vivais. Alors, c'est par exemple au travers des coordinations franco-brésiliennes en particulier, c'est-à-dire les accords internationaux de mobilité. Voilà, ça c'est... Mais c'est aussi au travers de cette mobilité une question de langage. Voilà, je crois que ça c'est à Pékin ou à Séoul, je sais pas. Il faut se débrouiller avec ça. Hein. Peu importe. C'est aussi au travers de mon séminaire qui s'appelle Apprentissage didactique et autonomie, et TIC, hein, c'est là. Et la vie quotidienne. Alors, par exemple, ici, voilà une situation que j'ai essayé de trouver. Si vous observez une situation du séminaire, vous avez ici une chinoise, une syrienne, une chinoise, un français, un portugais, un brésilien. Et puis à droite, ben, c'est la vie quotidienne. C'est deux de mes docteurs, enfin c'est des doctorants là, docteurs maintenant, qui m'accompagnent dans la ville dans laquelle j'ai fait mes études de lycée, et c'est devant la grille de mon lycée, à Autun, en Saône-et-Loire, le lycée Bonaparte, où Napoléon Bonaparte a fait quelques séjours, et son frère plutôt, voilà. Hein, donc a été élève. Donc voilà, ça c'est la rencontre, ce sont deux Chinois. Hein. Alors, si j'ai fait un petit bilan, parce que je suis statisticien aussi, hein, donc le bilan là, à ce jour, j'ai encadré des docteurs et des doctorants de 16 pays d'origine, avec au moins 16 langues, c'est-à-dire au moins une trentaine de langues. Parce qu'on a des gens qui, notamment au Togo, si on prend au Mali, si on prend, voilà, c'est 4-5 langues autour. Voilà. J'ai fait encadrer une thèse avec du Mozambique. On a identifié, on a travaillé sur les langues, c'est 27 langues. D'accord ? Donc, voilà, en plus du portugais. Donc, dans ce bain-là, c'était quoi? C'est mes séminaires, on se retrouvait entre 15, 20, 30 personnes. C'était au minimum 10 nationalités. Et au moins 10 langues. Alors comment on fait? Quand je fais le bilan, j'ai encadré beaucoup plus de... Je prends les doctorants, mais il y a aussi les masters. Les masters, c'est une centaine. J'ai encadré plus d'étudiants
non francophones que francophones. Donc, je veux dire, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais, parce que j'aurais pu avoir des conduites du type, bon, bah, ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas écrire. S'ils viennent là, il faut qu'ils prennent le français. Non, ce n'est pas du tout l'orientation que j'ai faite, ce qui a été relativement coûteux. Mais je pense que ça, ce sont des pratiques interculturelles. Donc j'ai essayé d'en voir plus, et en fait, c'est aussi au travers de rencontres provoquées par des colloques. Par exemple, alors, ça a une histoire. Ça a une histoire. Ma collègue la plus proche, qui est spécialiste de psychologie interculturelle, qui est là, qui est ma femme, on a vécu une situation dans une soutenance de thèse en doctorat, en co-tutelle en Russie, en Sibérie, qui m'a suscité ça. Il y a un événement de cette nature qui s'est passé. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est qu'une soutenance de thèse en Russie. C'est un jury de 19 personnes permanents. C'est une académie de 19 personnes, plus un jury composite qui représente la France. D'accord? Alors vous voyez que le rapport de force et de décision, c'est assez violent. Et je ne maîtrise pas assez le russe pour pouvoir me défendre. Donc voilà. Alors dans la soutenance, j'ai dit, ça vaut le coup de faire une conférence. Et comme je suis invité chaque année à une conférence qui est langue et culture, Yazika Kultura, j'ai fait ce défi. Voilà. Et après, donc là c'est le moment. Donc j'ai réfléchi à ça. Alors il y a un article, on peut, hein, et ce que je dis aujourd'hui s'inspire en partie de ça, mais évidemment c'est plus décontextualisé. Et en même temps, une association d'étudiants de Tomsk, là, m'a invité, voilà, faire une conférence, animer un groupe de travail sur éducation interculturalité. Donc là, voilà. Donc ça a été un moment où j'ai parlé. Alors donc j'ai parlé de mon point de vue. J'ai pas fait une théorie. Mais si on passe au Brésil, hein, tu m'avais sollicité. Là aussi, on a fait. Il y a eu un colloque international. Là, c'est le congrès ibéro-américain sur l'enseignement universitaire. Hein, qui se passe dans les pays d'Amérique latine. Et là, on a fait une contribution. Et là, j'ai aussi fait une contribution sur la formation doctorale et l'interculturalité, au travers, pour moi, de cette fameuse forme qu'on appelle les co-tutelles. D'accord ? C'est un peu de ça que je veux parler. Je ne vais pas faire la théorie de la co-tutelle, mais je vais vous montrer comment on est confronté à ça. Donc, hein, cette réflexion, un peu à la manière du praticien réflexif, comme Schoen le propose, bon, j'ai quand même derrière moi 52 ans d'expérience dans le champ de l'éducation. Hein, j'ai commencé en 68 à travailler dans l'éducation. Donc je commence à avoir un petit peu quelques traces d'expérience, parfois qui peuvent conduire à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un peu de désarroi, désappointement. On dit mais ça sert à rien. Souvent, j'ai introduit de mes cours à la fac en venant depuis la gare de Perrache jusqu'au quai Claude Bernard. Je repérais au minimum 5 à 6 situations où quand j'arrêtais dans mon amphi, je disais mais l'éducation ça sert à rien. Il y avait un graffiti sur un truc joli, une poubelle, quelqu'un qui passait dans la rue, qui jetait son truc, mais ça sert à quoi ce qu'on fait? D'accord? Alors là, ça dépasse les pratiques interculturelles, mais l'éducation, on a l'impression que ça sert à rien. Et pourtant, ça doit servir aussi à quelque chose. Alors là, c'est son rapport dans cette situation qu'on va dire internationale. Mais pour moi, l'interculturalité ne se réduit pas à l'internationalisation. Donc, dans le même temps, il y a quelques faits observables qui me paraissent importants. C'est évidemment les développements des outils techniques de diffusion de l'information et de la communication entre les êtres humains. On en voit, tout le monde a un téléphone, tac, tout de suite, vous pouvez téléphoner dans n'importe quel coin du monde, envoyer un SMS, on peut prendre une photo, l'envoyer en Chine, là, c'est facile, hein, signe tu peux faire, envoyer un rail et tout ça. On peut faire tout ça, là.
5 minutes, voilà, bon, un 10. Alors, et le développement des transports. Mais moi, je trouve qu'il y a un autre truc aussi. Autre fait observable, si vous regardez dans les dernières années, on n'a jamais tant construit de murs barrières, de murs frontières. Il y a même des appels pour construire. Regardez un peu, on a estimé qu'aujourd'hui, il y a à peu près 60 murs barrières frontières qui ont été construits, qui totalisent 40 000 km de longueur. D'accord? Alors, quand on est chacun d'à côté du mur, les échanges sont très limités, d'ailleurs c'est fait pour ça. J'observe, par exemple, on n'a jamais tant compte. Moi j'ai vécu une période comme toi où on a parlé de l'école ouverte. Regardez ce que c'est que les états. On dénonçait en 68, on disait mais regardez le lycée, l'école, ça ressemble à une prison, une caserne, tout ça c'est indifférenciable. Il faut ouvrir l'école. Maintenant vous avez vu comment ça se passe? Tout est verrouillé, il faut des cartes, on ne peut plus rien rentrer. C'est la suspicion permanente. Voilà. Au nom de la sécurité. C'est vrai, c'est vrai. Mais contrôle ou sécurité à discuter. Donc, alors, mon extension, alors c'est ce que j'appelle moi les sphères culturelles, mais je ne suis pas j'ai pas l'auteur de ça, mais j'ai toujours un peu regardé le monde comme ça, et j'ai toujours dit qu'il y a une sphère de la famille, une sphère de l'école, une sphère du travail, une sphère de la rue. Et pour moi, l'enrichissement, c'est notre capacité à passer d'une sphère à l'autre. Mais tout ça, ça s'organise autour de quoi? La question, c'est que dans chacune de ces sphères, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire ou non, et comment. Parce que c'est ça la question. La difficulté. Vous avez bien vu, vous arrivez dans un pays, on se fait la bise ou pas? Comment on fait? D'accord? Voilà. Vous allez dans un pays musulman, allez faire une bise à une femme. Vous allez voir. Bon, c'est tout. C'est spontané, chez moi. Je fais la bise à tout le monde. Alors, de toute façon, je suis obligé de me réfréner. Alors, par rapport à quelque chose, mais Mireille a déjà un peu largement abordé le sujet, je ne vais pas re-rentrer puisque c'est un temps limité, mais après, ce que j'ai fait, c'est dit, mais qu'est-ce qui dépasse quand même mes croyances et mes connaissances locales construites par la pratique sociale. J'ai essayé de voir un peu, et je me suis intéressé aux travaux d'UNESCO. On peut faire confiance, on peut dire que là, ça réunit. Donc l'UNESCO a essayé de donner un sens au mot culture. L'interculturel aussi abordé dans le cadre de l'UNESCO. Il y a ce qui se produit dans la rencontre d'êtres humains issus de diverses sphères culturelles distinctes qui vont réagir ou s'influencer entre eux sous des formes variées. Alors quand on a dit ça, c'est sûr, qu'est-ce qu'on fait? Mais à mon avis, ça donne des mots. Ça donne des mots. Pour moi, ça me donne des mots pour comprendre ce que j'ai vécu dans mes séminaires, par exemple. Je dirais qui est la rencontre la plus proche. Alors, après, l'idée de l'interculturalité, pour penser les processus d'internationalisation universitaire dans le contexte actuel, parce que là, il y a tout un travail. Moi, j'ai participé, j'étais parmi les pionniers à développer des relations, par exemple, entre Lyon 2 et des universités étrangères comme le Brésil. À l'époque, les questions c'était simple. Oui, tu vas aller au Brésil pour aller sous les cocotiers. Et quand des Brésiliens voulaient venir en France, ah oui, tu veux venir dans les pays de la vie facile. C'est comme ça que ça se disait. L'histoire des cocotiers, ça remonte même au 19e siècle, les Portugais dénonçant les Brésiliens. Mais enfin bon, ces modèles-là, ça a évolué. Parce que maintenant, la ponctuation des universités, c'est sur l'internationalisation. Alors, les institutions, là, sont très attentifs à ça. Donc, moi, j'ai regardé ça dans le cadre des informations doctorales, de la formation doctorale, et tout ça, c'est... tout ça, c'est cadré. C'est-à-dire qu'on a des référents, on n'est pas uniquement à se dire on se fait comme ça. Alors, rapidement, c'est la question des compétences interculturelles qui est en œuvre. D'accord? Donc, alors tout ça, il y a tout un travail aussi sur les compétences interculturelles, les compétences communicationnelles
et ramené à d'une pratique, disons, de proximité. Je ne sais pas si vous imaginez le seul fait d'envisager de réaliser une thèse en co-tutelle, c'est-à-dire tout le processus, comment ça peut mettre en œuvre quelque chose que j'appelle les compétences interculturelles. Vous êtes étranger, vous bafouillez le français, vous arrivez, vous allez dans un secrétariat pour demander quelque chose. Et bien qu'est-ce qui peut se passer? La secrétaire qui est très gentille, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien, elle ne peut pas parler français. La personne est venue demander des informations. Où est-ce qu'on apprend le français? Hein? Par exemple, imaginez, vous allez écrire à quelqu'un que vous voudriez être votre directeur de thèse. Comment vous exprimez? Hello, ou cher professeur, ou comment? Et puis alors on maîtrise mal la langue. Tout ça, ça se construit. Tout ça, d'accord? Tout ça. Et il y a plein de bugs. Si je prends un terme français, hein? Je sais pas comment les cafards appellent ça, les Canadiens doivent appeler ça les cafards. Donc, on regarde, qui peuvent expliquer. Alors moi j'ai des témoignages ici, il y a par exemple Vladimir qui a fait sa thèse en co-tutelle avec moi, hein, qui est professeur au Brésil maintenant. Je veux dire, il peut témoigner hein, d'un certain nombre d'événements vécus comme ça, de souffrance. Et là, on n'est pas dans la migration d'une exode, de quelque chose de souffrance, parce qu'on a fui. Non, tout est légal, tout est encadré. Mais la rédaction d'une convention de co-tutelle, et vous pouvez pas... Je le sais parce que je suis à l'origine de beaucoup de co-tutelles, hein, avec la Turquie, avec la Russie. Personne ne savait ce que c'était. C'est moi qui les ai rédigés au début, sans formation juridique, sans rien du tout. Parce que personne ne savait. Et on a accepté ces formes. Maintenant, tout ça, c'est cadré, c'est plus artisanal maintenant. Mais comment on rédige, comment on le dit? D'accord? Tout ça. Eh bien, c'est là que je me suis rendu compte que c'est des choses qui ont été identifiées après, dans le langage de l'UNESCO, par exemple, hein, sous le terme de compétences interculturelles. Donc pour moi, le cadre de référence de cette question de l'interculturalité, ça a été dans la formation doctorale en co-tutelle. Hein, j'en ai, je ne sais pas combien. Voilà. Donc c'est toujours cette question qui me broie. Là, c'est sur... Alors maintenant, voilà, ça c'est ce que je viens de dire, tout ça. Ça c'est dit. Hein, oui. Donc, dans la question hein, de la formation interculturelle des acteurs, ça peut être ça peut être je dirais des personnes intéressées, administratives, pour la formation à l'interculturalité. Comment je peux comprendre qu'un étudiant débarque ici? Voilà. Alors, ça met en jeu quoi? Ben, ça met en jeu les questions de connaissances. Les idiots, il faut savoir un petit peu, les systèmes éducatifs, comment on fait? Ah, chez nous, on ne fait pas comme ça. Oui, mais là, on fait comme ça. D'accord? Tout ça, c'est mis en œuvre. Les contextes, les organisations, on n'organise pas une soutenance de thèse au Brésil, en Turquie, en Colombie, de la même façon. C'est tous les lieux où j'ai organisé. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'approche pédagogique de la formation à l'interculturalité pourrait se situer dans ce cadre, bon, dans le cadre de référence, c'est ma collègue, hein, qui est grande spécialiste de la psychologie interculturelle, sur un cadre fondamental qui est culture, affectivité et cognition. Et bah, pour moi, c'est là-dedans, elle m'apporte le cadre, j'essaie de bricoler, hein, et elle théorise. Voilà. Donc, un des dispositifs pédagogiques qui tiendrait compte de cet élément. Voilà. Donc, je vous dis merci et je m'exprime par rapport aux langues récemment qui me préoccupent le plus. Cheche, spasibo, spasiba, obrigado, et gracias, et shukriya. Ça, c'est ma dernière formation en ourdou.